Bonjour, aujourd'hui je vous présente le livre d'Alexia Savé, La fin du petit pois aux éditions Kawa. Alexia a la particularité d'être la plus jeune auteure chez Kawa Éditions et elle combat depuis 6 ans l'anorexie mentale. Bonjour Alexia. Bonjour Sonia. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ou comment ce livre, comment c'est venu ? Alors, comment c'est venu ? Il faut savoir que l'écriture me suit et me parcourt depuis que j'ai 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai été hospitalisée une première fois. Et dans le contexte de mon hospitalisation, comme je n'avais le droit à rien d'autre qu'à des feuilles blanches et des stylos, je me suis mise à écrire. Je me suis mise à écrire à ma maman, à mon papa, aussi à Dieu. Et voilà, donc c'est de tous ces écrits qu'est né ce livre. À cela s'est ajouté des écrits que j'avais aussi produits sur mon blog. Et voilà, donc ce livre, c'est une compilation de cahiers commencés, des moleskines jamais vraiment terminés. Et, c'est un assemblage. Donc il y a eu l'hospitalisation, un journal intime, des lettres, un blog, puis le livre. Exactement. C'est un peu dans cet ordre. On peut faire un parcours chronologique, ça correspond à peu près à ça, oui. Et puis il y a les dessins. Et puis il y a les dessins, oui. J'ai tenu à illustrer mon livre en fonction des écrits et du contenu, puisque pour moi c'était important aussi. Voilà, mon livre, c'est moi, c'est mes tripes, et j'envisageais pas faire un livre seulement de mots, puisque voilà, c'est le propre de ma personnalité, d'être créative et de faire plein de choses en même temps. Et pour moi, c'était important aussi voilà, qu'on retrouve ma patte dans chacune des pages de ce livre, et c'est pour ça qu'il y a des dessins aussi dedans. Ce livre s'adresse à vous, s'adresse à d'autres anorexiques. Y a-t-il un message que vous voulez partager ou envoyer à d'autres malades ou pas forcément ? Alors, la première personne à qui s'adresse ce livre, c'est effectivement moi. C'est pour ça que je n'hésite pas à dire que ça a été un livre thérapie. Mais ça, c'est le premier champ. Et après, c'est vrai qu'on peut facilement l'étendre à la fois à des personnes qui souffrent de la maladie, qui peuvent se retrouver dans mes écrits, qui peuvent trouver des pistes qui peuvent trouver des pistes pour s'en sortir. Et moi, mon objectif, c'est ça aussi, c'est peut-être en faisant part de mon expérience, de leur offrir un moyen de trouver des raccourcis pour ne pas faire tous les détours par lesquels je suis passée dans mon labyrinthe de la maladie. Voilà, c'est de leur offrir des pistes pour s'en sortir. C'est un livre qui peut aussi s'adresser aux parents qui se sentent désemparés et démunis face à la maladie. Et puis ça peut s'adresser à n'importe qui de près ou de loin connaît quelqu'un qui est malade, que ce soit un frère, une sœur, un oncle, une tante, peu importe. Ce livre, il touche un large public et voilà, il délivre un message. Je dirais pas qu'il est universel, mais l'anorexie est une maladie dont on ne parle pas assez. Et voilà, ce livre, c'est un moyen de la vulgariser et de faire en sorte que l'on n'ait plus peur et qu'on n'ait plus peur d'en parler, puisque je pense vraiment que voilà, si moi on m'en avait parlé quand j'avais 12 ans, si j'avais été informée sur voilà, les conséquences de la maladie, les répercussions que ça peut avoir, les séquelles, peut-être que je ne serais pas tombée dans la maladie. Donc c'est un peu le livre que vous auriez voulu trouver au moment où il y a eu ce fameux déclic dont vous parlez dans le livre, je n'ai pas les termes exacts, vous avez découvert que vous allez pouvoir contrôler votre corps. Donc est-ce que c'est là que ça a commencé pour vous ? Je pense que effectivement, si j'avais eu l'opportunité d'avoir à portée de main un livre comme ça, un livre qui m'aide, un livre qui puisse m'éclairer et qui puisse m'avertir, et bien peut-être que si j'avais été plus lucide sur les conséquences de la maladie, sans doute ne serais-je pas tombée dedans. Et c'est aussi pour ça que je pense pouvoir dire que c'est un livre informatif. Voilà. Alors souvent, tant qu'on n'est pas touché directement,
on reste, que ce soit cette maladie ou une autre, ou toute autre épreuve importante dans la vie, on reste un peu dans les clichés. Non pas parce qu'on n'a pas envie de savoir, c'est parce qu'on n'est pas mal informé et qu'on se fait une sorte d'idée autour des choses. Vraiment... Et il y a beaucoup de confusion d'ailleurs autour de l'anorexie. Exactement, et pour moi c'est très important qu'il n'y ait pas justement cette confusion qui donne naissance à des a priori, qui donne naissance à beaucoup de clichés sur l'anorexie, qui sont aussi les clichés finalement que j'avais moi quand j'ai eu 12 ans et que mon médecin m'a dit tu es anorexique, et où je me suis dit mais non, l'anorexie c'est pas ça, c'est quelqu'un qui est maigre, qui bouffe rien, qui bouffe 3 feuilles de salade, et voilà, moi aussi ces clichés je les avais, et pour moi c'est très important de les déconstruire et d'informer les gens, de leur dire que non, l'anorexie ce n'est pas un caprice de gosse de riche, c'est pas juste une mode, l'anorexie c'est vraiment une maladie. Et ça va bien au-delà du phénomène de société tel qu'on a pu en parler récemment ou tel qu'on peut en parler. Ce n'est pas ça l'anorexie. D'ailleurs, vous insistez beaucoup sur le mot mental qu'on associe rarement à l'anorexie. On parle d'anorexie, mais rarement anorexie mentale. Et ça a son poids, si je peux me permettre. Oui, ça a son poids et ça a toute son importance et sa légitimité. C'est que l'anorexie, pour moi, il y a vraiment deux manières de la manifester. Effectivement, il y a le côté alimentaire qui est évident puisque c'est mais pour moi l'alimentaire c'est le moyen. Et l'aspect le plus difficile à comprendre et qui est le plus difficile à résoudre, c'est le côté mental, puisque dès l'instant que le psychologique rentre en jeu, et bien finalement il y a tout un autre terrain à examiner, sur lequel travailler, et c'est pour ça que j'insiste sur le côté mental, puisque l'anorexie ce n'est pas seulement une manifestation à travers la nourriture, c'est aussi une manifestation à travers le psychologique. Et on ne peut pas envisager guérir le mental sans guérir l'alimentaire, et on ne peut pas envisager guérir l'alimentaire sans traiter du côté psychologique, du côté mental de la maladie. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le 1/5 de l'iceberg apparent et qu'il faut fouiller pour aller chercher les raisons, la mécanique qui pousse les jeunes filles et certains jeunes hommes, c'est beaucoup plus rare, à l'anorexie, et que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe dont on voit souvent qu'une toute petite partie quand on est à l'extérieur ou pas touché. Effectivement, c'est la partie immergée de l'iceberg, et je pense que rien que le fait que l'on se cache derrière une apparence physique effrayante et squelettique et repoussante, je pense que c'est aussi un moyen pour dire je vous donne mon corps à montrer, je vous montre mon corps pour ne pas vous montrer à quel point je souffre à l'intérieur. Quelque part, se dévoiler et se donner cette apparence physique-là, c'est encore un moyen de cacher des choses. Alexia, si je vous dis il faut accepter ce que l'on peut changer et changer ce que l'on ne peut pas accepter, qu'est-ce que ça vous parle? Ça vous interpelle? Ça m'interpelle d'autant plus que c'était le sujet de ma vidéo YouTube hier. Oui, pour moi c'est primordial, il faut prendre conscience que l'anorexie ça peut arriver, ça peut nous tomber dessus. Moi, j'estime pas avoir choisi, j'avais 12 ans, j'étais enfant, et je pense pas qu'on puisse me reprocher d'être tombée malade. Mais pour autant, aujourd'hui, je connais suffisamment la maladie, je suis suffisamment lucide sur les impacts et sur ce qu'elle m'a fait et sur ce qu'elle continue de me faire pour aujourd'hui dire que c'est à moi de décider de changer les choses. Voilà, ça ne sert à rien de m'en remettre aux autres, de me dire que je dois compter sur les autres ou je peux responsabiliser les autres. La seule responsable et la seule capable de pouvoir faire des changements, de pouvoir décider de faire changer les choses et d'enrayer le processus de la guérison, ce n'est que moi. Et je ne peux pas m'en remettre aux autres. Donc à partir du moment où je décide que je guéris, je dois guérir. Et si je décide de reporter le temps de guérison, si je décide que ça prend du temps, c'est aussi mon choix. Mais je dois l'assumer. Et c'est primordial, puisque dans ce cas, moi je sais que d'accepter cela, d'accepter de me dire que je suis responsable de rester dans la maladie comme d'en sortir, et finalement ça remet les choses à leur place et ça me permet aussi de prendre position dans ma vie et de me dire que j'en suis actrice et que j'arrête de la subir. Si je fais le choix de sortir de la maladie, c'est un choix de vie que je fais.
Donc vous sortez en quelque sorte du registre de la culpabilité pour être dans un registre de responsabilité. Et la nuance est importante. La nuance est importante puisque c'est vrai que pendant longtemps, je me suis confortée dans l'idée que voilà, c'était pas de ma faute, j'avais 12 ans, j'ai pas vraiment choisi, c'est les facteurs extérieurs qui ont fait que la maladie s'est développée. Mais aujourd'hui, j'en ai 18. Et aujourd'hui, si j'ai envie d'autre chose pour ma vie, il ne tient qu'à moi de décider que je veux autre chose et que je veux faire des changements dans ma vie. Alors vous dites que vous voulez faire beaucoup de choses. J'ai 2 questions. Quels sont les moyens que vous utilisez aujourd'hui pour vous en sortir? Et j'ai vu que vous avez beaucoup de projets, vous faites beaucoup de choses. Et quels sont vos futurs projets, si vous en avez, depuis la sortie du livre? Alors, moi, dans mon cas, ça a été primordial de donner un sens à ma vie et de trouver quel sens je voulais lui donner. Alors oui, c'est passé par le livre, c'est passé par l'interaction que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est passé sur mon blog, c'est passé à travers l'écriture. Et je pense vraiment que toutes ces choses que j'ai mises en place, ça a été ma thérapie dans le sens où ça m'a vraiment permis de trouver qui je voulais être. Puisque le propre de la maladie, quelque part, c'est d'avoir peur de trouver son identité, c'est d'avoir peur de s'ouvrir au monde pour dire voilà qui je suis, voilà comment je m'affirme. Et moi, tous ces moyens que j'ai mis en place pour me sortir de la maladie, ça m'a permis de m'assumer en tant que personne et non plus en tant que malade. Et c'est primordial. C'est primordial de se dire que non, je ne suis pas anorexique. Je suis Alexia avant d'être anorexique. Exactement. Vous êtes d'abord une personne et pas et vous ne voulez pas être réduite à une maladie. Non, et c'est exactement ce contre quoi je lutte aujourd'hui. C'est de me décoller cette étiquette et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui dans cet univers littéraire. Voilà, j'ai besoin, pour moi personnellement, de sortir de cette étiquette de malade. Vous faites une belle transition. Je voulais parler aussi un petit peu de votre boulimie, non pas alimentaire, mais littéraire. Ça peut vous définir... vous êtes une boulimique littéraire? Je suis une boulimique littéraire dans le sens où les mots m'ont sauvé la vie. Ça a été ce qui m'a permis de rebondir et de m'accrocher à la vie quelque part et de ne pas sombrer dans les abysses infernales de la maladie et de me dire que c'était fini. Ça a été, voilà, je me suis agrippée aux mots et quelque part je pense que quelquefois de jouer avec les mots, ça permet aussi d'arrêter de jouer avec la vie et de jouer avec les mots et de remplir des pages blanches, non plus de larmes ça permet aussi de faire changer des choses. Ça permet de faire bouger les lignes. D'ailleurs, vous avez une faculté assez exceptionnelle de mettre les mots justes sur vos émotions et vos sensations. Et c'est très fort, ça ressort très fortement sur tous les supports qu'on peut lire ou entendre de vous. Et personnellement, je suis très sensible à ça et quelque peu, je trouve pas mes mots, encore une fois. Alexia, vous êtes la seule à me faire cet effet. Pour moi, c'est important de choisir les justes mots et de pas dire voilà, on ne peut pas qualifier une maladie aussi complexe que l'anorexie comme on ne peut pas lui donner des mots, on ne peut pas emprunter les mêmes mots que l'on emprunterait pour un autre trouble psychologique. L'anorexie est une maladie à part entière et elle m'a tellement dévastée, elle m'a tellement fait de mal que pour moi c'était primordial, voilà, de pouvoir aussi communiquer avec les autres personnes pour leur dire à quel point j'ai souffert, à quel point j'ai eu mal. Et pour cela c'était important de choisir les bons mots et de pas me perdre aussi dans la maladie et de pas me dire que c'est juste une maladie comme une autre, car non, c'est pas une maladie comme une autre. C'est une maladie qui dévaste, qui ronge de l'intérieur. Alors, je vais revenir à des choses un petit peu plus techniques, si je peux me permettre cette expression. Quels sont les premiers signes, d'après vous, de l'anorexie? Si vous avez un message à donner à l'entourage d'un anorexique, comment ils peuvent détecter, ou au moins se poser la question, est-ce que mon enfant est anorexique, est en train de tomber dans l'anorexie ou pas? Alors, la première réponse que l'on pourrait penser, encore une fois, qu'on pourrait donner comme un a priori, comme un cliché, ce serait de se dire que la personne réduit son apport alimentaire, ou on voit qu'elle mange moins, qu'elle évite les repas. Et moi, en fait, je dirais plutôt que c'est la deuxième phase, puisque dans mon cas, ça a été quelque chose que j'ai vraiment retrouvé avec les personnes que j'ai rencontrées dans mes hospitalisations, c'est qu'en fait, la première étape, c'est le repli sur soi. C'est l'isolement intérieur. C'est-à-dire que moi,
pas du jour au lendemain, mais il y a quand même eu un changement brutal sur ma personnalité. J'ai commencé à être triste, j'ai arrêté de parler, je me suis renfermée, je n'ai plus vu mes amis. Et toutes ces choses-là, pour moi, c'est le premier critère, puisque j'étais quelqu'un de joyeuse, j'étais quelqu'un qui aimait la vie. Et pas du jour au lendemain, mais très rapidement, ça a changé. Ensuite, effectivement et évidemment, il y a eu le côté alimentaire, il y a eu, j'ai commencé à avoir peur de manger des gâteaux, j'ai commencé à ne plus vouloir manger des boissons sucrées, tout un tas de choses. J'ai commencé à éviter des aliments, certes, mais la première étape, ça a été de me renfermer. Ça a été de devenir, ça a été de passer d'une petite fille rigolote à une petite fille songeuse et grave, et ça, c'était pas moi. Et dans votre combat contre l'anorexie, bien sûr, vous avez certainement rencontré beaucoup de thérapeutes, de médecins, de spécialistes de la santé et de cette maladie en particulier. Et on se rend compte que la réponse est souvent très technique et moins dans l'émotion, moins dans le partage, moins dans le plaisir, surtout quand on parle alimentation qui est réduite à un apport calorique. C'est-à-dire vous n'avez pas assez de calories, où il faut que vous preniez tant de calories, alors que le repas, l'aliment est d'abord une source de plaisir. Elle devrait en tout cas l'être. Et alors, qu'est-ce que ça provoque en vous ? Alors effectivement, il faut distinguer deux formes de thérapie. Il y a effectivement le côté alimentaire, comme on l'a dit tout à l'heure, l'anorexie est une maladie à la fois qui touche le mental et l'alimentaire. Il y a deux choses à traiter. Il y a à la fois l'alimentaire et donc le côté psychologique. Pour ce qui est du côté psychologique, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être face à des psychiatres qui ont tendance à vouloir nous coller des étiquettes. Moi, je sais que ça a été très difficile pour moi d'avoir cette approche-là qui était de me restreindre à ce que les médecins avaient pu rencontrer chez d'autres patientes, et donc à avoir l'impression d'être juste une anorexique de plus, d'avoir mon ticket, mon numéro, et finalement de n'être rien d'autre, et de devoir répondre à des critères, de devoir, comme je le dis dans mon livre, fondre ma carcasse dans un moule. Et donc il y a ça, et il y a aussi le côté alimentaire, et c'est vrai que pour moi l'approche alimentaire qui est très focalisée sur les nombres, sur un apport calorique, et qui finalement enlève la notion de plaisir, la notion de partage, la notion de goût. Surtout en France, où cet élément est vraiment culturel et très fort. Effectivement, et on le voit bien à l'hôpital, et ça je pense que je m'adresse à des anorexiques comme à toute personne qui un jour a été dans un hôpital et qui a mangé la nourriture de l'hôpital. On ne peut pas guérir de l'anorexie, en tout cas on ne peut pas retrouver du plaisir en mangeant des plats tels qu'ils nous sont proposés à l'hôpital. Alors même s'il y a des efforts qui sont faits, pour moi ce n'est pas concevable. Je repense encore aux steaks hachés surcuits, aux pâtes surcuites, enfin voilà. Et sans goût. Et sans goût, et sans... Enfin bref. Pour moi, on ne peut pas guérir de l'anorexie avec la nourriture qui nous est proposée à l'hôpital. Et c'est vrai que l'approche diététique qu'on peut nous proposer en dehors de l'hôpital, avec des diététiciennes, des plans alimentaires, des nombres à respecter, ça me paraît aussi très compliqué, parce qu'effectivement, moi je me suis toujours dit que voilà, prendre une fourchette, la mettre dans ma bouche, je sais faire. Le plus difficile, c'est tout ce qui entoure cet acte de manger, toute la culpabilité qu'il y a autour. Et pour moi, c'est bien plus intéressant de s'interroger justement sur ça et de voir comment on fait changer les choses, comment on fait en sorte que le moment du repas ne soit plus vu comme une contrainte, ne soit plus vu comme une nécessité, une torture. De ça dans le livre. Effectivement, une torture. Et c'est pour moi, c'est vraiment l'important, c'est de retrouver tout cet aspect. Les éléments originels du repas, c'est le plaisir, c'est la convivialité, c'est le partage. Et finalement, ce qu'il y a dans l'assiette, c'est qu'un détail. Et dans l'anorexie, c'est tout le contraire. Tout ce sur quoi on est focalisé, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, et on oublie tout ce qu'il y a autour. On ferme, on crée une bulle autour de nous qui fait qu'il n'y a plus rien autour de nous, si ce n'est ce qu'il y a dans l'assiette. Et moi, c'est tout mon travail aujourd'hui, c'est justement de faire en sorte que ce qu'il y a dans l'assiette, ce n'est qu'un détail. Et comment je transforme aujourd'hui la vision que j'ai du repas pour en faire de nouveau quelque chose d'agréable. Et de ne plus simplement manger par nécessité et de manière vitale, mais de manger par plaisir. Merci beaucoup Alexia, c'était un très très bon moment, émouvant, chaleureux, et j'ai passé un joli moment avec vous. Merci à vous Sonia, et merci de m'avoir permis aussi de parler.